Bonjour à tous et bonjour Frédéric. Salut Jérôme, ça va? Ouais, super bien. Merci d'avoir dédié de ton temps entre justement ton boulot, les enfants, etc. On a réussi à trouver un créneau, donc c'est super pour parler justement de ton livre. Mais avant d'expliquer un peu plus, de parler un peu plus de ton livre, on va parler un petit peu de toi d'abord. Donc, Mhm. tu es le fondateur de conseilmarketing.com, qui est en fait un des blogs qui m'a le plus inspiré depuis que je me suis lancé il y a maintenant 9 ans. Donc, ton blog, il a quel âge maintenant d'ailleurs, ton blog? Je l'ai créé en 2006, donc ça fera 12 ans bientôt. Waouh, voilà. Mais c'est Ouais. pour ça aussi entre guillemets, tu me connais, c'est qu'à l'époque, en fait, quand j'ai pour la première fois lancé mon blog, il y avait très peu de blogs de bonne qualité. En fait, en France, le niveau était relativement bas. Il y avait beaucoup de gens en fait qui faisaient du contenu très low cost. Et en fait, le but pour eux, c'était d'attirer des prospects en essayant d'en donner le moins possible pour tout simplement vendre leurs prestations. Et ça, c'était vraiment l'époque, la première époque du web. Et c'est vrai que même j'avais eu des gens qui me disaient, ouais, attends, tu donnes des trucs que moi je fais payer. Ah, ça va Hmm. pas, etc. Alors que maintenant, en fait, même avec un bon contenu, c'est extrêmement compliqué en fait de générer du trafic. Et même moi, tu vois, là, tu me dis ouais, tu me connais depuis longtemps, etc. Mais maintenant, en fait, c'est devenu très compliqué et avec tous les stars du web, les nouveaux youtubeurs, les nouveaux marketeurs qui arrivent, c'est vrai que c'est dur de lutter. Et justement, bon, on y reviendra tout à l'heure. Le bouquin, c'est un des moyens de se distinguer de la foule. Exactement. Et du coup, tu ne fais pas justement que ce blog-là, tu es aussi consultant, donc depuis de nombreuses années. Et pendant tout ce temps-là, en fait, pendant ton activité d'entrepreneur, ton activité de blogueur, et maintenant ton activité d'auteur, parce que tu es co-auteur d'un ouvrage chez Duno dont on va parler ce soir, tu es aussi salarié à plein temps. Donc tu es product manager, justement. Mhm. Et donc voilà, tu arrives à faire tout ça, quoi. Et papa aussi, mari. Ouais, deux enfants. Mais je peux t'assurer que on arrive aux limites là. Ok. Je pense que je peux plus aller au-dessus. Mais en fait, c'est une question après d'habitude de l'organisation. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais comment tu arrives à faire tout ça? En fait, quand tu as mis en place un certain nombre de routines et que tu as en fait bien occupé ton temps, c'est relativement simple de le faire. Après, en fait, il faut entre guillemets faire entre guillemets des sacrifices. Parce qu'en fait, d'ailleurs, il y a une étude que j'ai écoutée il y a pas très longtemps. C'est dans le livre, en fait, je crois que c'est Influence et manipulation d'ailleurs, ou Persuasion de Robert Cialdini, dont on va parler un peu plus tard, où ils indiquent en fait que les gens qui réussissent dans la vie, c'est les gens qui arrivent à renoncer le plus à quelque chose. Et ils ont fait un test en fait avec des enfants, et ils testaient en fait les enfants qui renonçaient à manger directement une friandise Mhm. pour on leur disait, mais si tu la manges plus tard, tu auras le droit à ceci, cela. Et ils avaient en fait fait un test en montrant que c'est ces enfants-là qui accepte de faire un sacrifice à court terme pour avoir quelque chose à long terme. Et donc voilà, il faut accepter de faire des petits sacrifices à court terme sans pour autant sacrifier sa famille. Et le deuxième point, c'est avoir une bonne routine. Et c'est vrai que je commence à avoir une routine assez importante. Et quand plus tu écris en fait du blog, plus tu réussis à en faire, plus tu fais de la vidéo, plus tu réussis à en faire. Et c'est vrai que toi, je travaille en fait en mastermind avec un autre blogueur qui lui en fait a le problème inverse. Il est procrastinateur de longue date et il a du mal à avancer sur ces trucs alors que moi je dis moi j'ai très peu de temps. Et en très peu de temps je suis obligé d'aller à Hmm. l'essentiel et en fait tout caser. Et c'est un petit peu ce que je raconte en fait justement dans le livre Le Gros Hacking. Ouais, et du coup, parce que tu avais aussi à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, un blog sur l'efficacité professionnelle, dont justement tu partageais toutes tes astuces et tous tes apprentissages en la matière. Mais pour revenir au sujet de ce soir, parce que justement, on pourrait parler d'efficacité professionnelle, mais peut-être que c'est lié. Donc, tu as coécrit l'ouvrage Le Growth Hacking chez Duno, justement, où tu parles beaucoup de stratégie et de tactique marketing. Et alors, avant d'aller dans le détail, le contenu de l'ouvrage, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la genèse de l'ouvrage? Parce que je crois qu'elle est assez originale. Ah oui, bah en fait c'est très simple. C'est les éditions Duno qui m'ont contacté à peu près il y a 3 ans de ça et qui m'ont dit bah tiens Frédéric, t'as un blog à succès, t'as vachement de trafic, t'es reconnu, etc., etc. Est-ce que tu peux nous écrire un bouquin sur le blogging pro? Bah, je leur disais moi je veux bien, mais en fait je suis pas blogueur pro à temps plein, même si j'arrive à dégager un minimum de 40K chaque année, mais
voilà, je me sentais pas légitime. En plus, le sujet me plaisait plus trop parce qu'il y a tellement de gens qui ont sorti des trucs Mhm. sur le blogging. Et puis, gagner de l'argent avec un blog, c'est plutôt mon créneau, plutôt plus mon créneau. Je me suis vraiment concentré sur le blogging B2B pour attirer justement des cibles qui sont liées à mon boulot et faire d'une pierre deux coups. Et donc, en fait, je leur dis, bah non, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Par contre, il y a un truc qui est vachement à la mode, qui va arriver d'ici un an ou deux, ça va être le growth hacking. Alors, à l'époque, c'était il y a 3 ans, les mecs me disaient, growth hacking, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'était quelque chose qui n'était pas du tout connu. Mais moi, je m'étais dit, mais attends, Fred, ça c'est un sujet où il faut te positionner parce qu'en fait, il n'y a personne en France qui est sur le sujet. C'est un sujet qui est hyper à la mode aux États-Unis. Je suis sûr que ça va exploser dans les semaines et mois à venir. Et en fait, c'est vraiment le moyen d'être la référence. Quand tu écris un bouquin sur un sujet, tu deviens automatiquement la référence que les journalistes et tout le monde prend vraiment comme modèle, leader, etc. Et donc, moi qui étais passionné par le sujet, et ben en fait, je me dis, ouais, c'est un moyen en plus d'aller plus loin dans le sujet. Donc voilà, c'était à la fois une vision pour moi parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et quand tu écris un bouquin ou tu tiens un blog sur un sujet, d'un seul coup, paf, tu es obligé de devenir un expert parce que tu documentes, tu expérimentes, tu testes, etc. Et deuxième chose, c'était pour me positionner sur le sujet. Et troisième chose, euh, j'ai un constat qui est vraiment important, c'est qu'un blog et écrire des articles ne suffit plus. Il faut absolument créer l'événement. Et créer l'événement, c'est ce que tu fais toi, avec la semaine, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vas pas juste te contacter, te faire une interview vidéo, mais tu crées l'événement, tu interviews beaucoup de personnes, tu fais un truc exceptionnel, un truc événementiel, et là on se dit waouh! Et là en fait, ça donne raison aux gens de te suivre, de t'écouter, de faire un truc, de faire de la promotion, etc. etc. Donc en fait, ça c'était le troisième point qui était vraiment essentiel. Donc ça c'était, voilà, ça je me suis dit putain, saute sur l'occasion. Et ensuite, ben, il y a eu le bouquin Comment le générer. Alors, donc, quand Duno m'a contacté, il m'a dit bon, ben, voilà, écrivez le bouquin. Je dis mais est-ce que je peux pas faire une traduction d'un bouquin anglais? Parce que je disais, j'ai pas forcément beaucoup de temps, etc. Il me dit non, non, bah non, c'est trop compliqué parce qu'il faut des droits, des machins. Faut écrire un truc from scratch pour vous. Ok, d'accord. Puis je me suis dit mais j'y arriverai jamais parce que là, ben, en fait, ma femme était pas loin d'être enceinte. Même elle était enceinte d'ailleurs. Non, pas encore, pas encore. Et donc en fait, c'était assez tendu. Je n'ai changé de boulot encore une fois. Et donc, je me suis dit, bah, j'y arriverai jamais, donc il faut que je trouve des gens. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai vraiment retenu. C'est si tu veux réussir en fait un partenariat, un business qui est trop compliqué, il faut s'associer à quelqu'un. Ouais. Certes, tu vas partager les bénéfices, mais au moins tu vas réussir à le faire. Et bon, pour un bouquin, quand je parle de bénéfices, il faut savoir que sur un bouquin de 24 euros, tu gagnes à peu près, TTC, hein, tu gagnes à peu près 2 euros hors taxe, enfin 2 euros, et si tu es deux auteurs, bah, tu gagnes 1 euro chacun. Donc voilà, tu fais pas fortune. Mais le bouquin, comme je le disais, il n'est pas là pour gagner de l'argent, il est là pour être connu. Donc voilà, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et donc il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. Un petit peu comme dans la semaine de 4 heures ou des bouquins dans ce style-là, où te dit tu dois sous-traiter, tu dois faire un partenariat, etc. Et donc bah, j'ai été voir parmi mes connaissances, j'ai demandé à quel growth hacker qui me disait bah tiens, est-ce que tu peux le faire, tu peux pas le faire, blablabla. Et en fait j'ai réussi à recruter 4 personnes. En fait, au début, j'en ai trouvé 2 autres. On était trois. Et il me disait, mais il me faut un techos, il me faut un mec un petit peu technique parce que Mhm. moi, en fait, je suis pas développeur. Le code, ça me fait un petit peu chier. Et il me fallait quelqu'un pour cette partie-là, pour le bouquin. Et j'avais pas le temps de monter en compétence. Et donc, tac, j'ai trouvé cette personne-là. Puis donc, on a commencé à écrire. Le plus dur, c'est vraiment de faire le sommaire détaillé où on a tous pioché des idées, Mhm. etc. C'est grosso modo, on va dire, un jour de boulot de faire ton sommaire détaillé avec chacun des chapitres, etc., etc. Et surtout, en fait, on a pensé marketing dès le départ. C'est-à-dire qu'avant de commencer à écrire, on s'est dit, alors Fred, et on était avec Laurent, Laurent Dijoux, et on se disait mais comment on va faire pour en fait faire un bouquin qui va être vendeur, etc. Et avant tout, on s'est dit bah tiens, on va faire comme Tim Ferriss de la semaine de 4 heures, on va dire qu'est-ce qui ferait plaisir aux gens. Et on s'est dit waouh, on va faire un programme en 8 semaines, devenez un growth hacker en 8 semaines. Ouais bah oui, c'est vrai que ça me paraît bien parce qu'en un mois c'est trop court, 7 Mhm. semaines ça aurait été pas mal, mais 8 semaines, ouais 8 semaines c'est pas mal. On se dit bah on va mettre quoi 8 semaines pour devenir un growth hacker, mais growth hacker personne ne sait. Et on s'est dit bah 8 semaines pour doubler le nombre de prospects. Parce que doubler le nombre de clients, c'est compliqué, mais doubler le nombre de prospects, Mhm. on le fait sans problème. Et tac, on a trouvé le nom, on a trouvé le concept, et après on a écrit les chapitres. Et donc on était parti à 4, et puis on a travaillé uniquement par des Google Docs à distance. Donc on avait un fichier Google Sheets avec l'ensemble du plan détaillé avec les différentes parties, les exemples. On a vraiment très 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 détaillé, hein. C'est ça qui était le succès du bouquin, c'est qu'on a très très bien détaillé pour éviter de se marcher en fait sur les pieds. Et on s'est dit bah tiens tu fais telle partie, moi je fais telle partie, tiens je pourrais penser à ça, je pourrais penser aussi ta 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 ta. Et bah on a commencé à l'écriture à distance.
chacun à distance dans un Google Docs. Donc tu avais un Google Docs par chapitre et tu avais Google Sheets de référence. Et donc là, bam, on a commencé à rédiger. Puis au cours du chemin, j'ai un des co-écrivains qui a dit non, finalement, j'aurais pas le temps. L'autre qui nous disait bon, allez, je vais te faire le chapitre, je vais faire le chapitre, je vais faire le chapitre. Et puis 6 mois plus tard, je l'avais pas eu. Et donc à la fin, on s'est retrouvé à deux à écrire le bouquin. Et bon, j'ai écrit quand même plus de la moitié du livre, hein, même largement plus de la moitié. Mais bon, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une écriture qui est différente entre un blog et un bouquin parce que tu dois être très très synthétique, tu dois être ludique, tu dois montrer des anecdotes, tu dois montrer des exemples. C'est vraiment une autre manière d'écrire qui est beaucoup plus pratique et c'est vrai que les gens aiment bien ça parce que t'évites en fait la fatigue du bouquin. On parlera un peu plus tard d'un livre qui s'appelle Influence et manipulation, hein, dans une autre interview. Et c'est vrai que ce bouquin-là, il est très intéressant, mais il n'a pas cet aspect ludique. Il est très universitaire. C'est un gros pavé. Il faut vraiment l'aimer pour aller jusqu'au bout. Mais c'est un super bouquin. Mais il n'y avait pas cet aspect écriture pour le livre. Donc voilà, ça c'était tout le bouquin. Puis finalement, donc, on a écrit le bouquin. Alors, on a commencé en septembre vraiment, et on a fini le bouquin, je pense, ça devait être en avril-mai, et il est sorti en septembre, donc il y a tout l'été où il se passe Mhm. rien, grosso modo. Et grosso modo, moi j'ai dû y passer, je sais pas, je pense, ça devait être une journée complète par chapitre, parce que je connaissais bien le sujet, etc. Donc c'est un temps de compression qui était très très court, et donc en fait c'était un Grenoblois, c'était Olivier Jasinski qui m'avait recommandé Grégoire Gambato. On s'est jamais D'accord. vu, on s'est rencontrés une fois que le bouquin était déjà sorti. Autrement, même je pense qu'on a juste fait peut-être une conférence téléphonique et je crois que c'est à peu près tout. Et on a tout échangé uniquement par Skype ou par plutôt Facebook Messenger. Donc voilà, C'est je pense que excellent. j'ai même pas son numéro de portable. Donc, et son adresse email, je l'ai eu, mais juste sur la fin. Donc on a tout envoyé à distance. Et tu vois, ça montre en fait que c'est intéressant. Alors après, on n'a pas utilisé un outil que moi j'adore utiliser dans ces cas-là. Je travaille souvent avec mes sous-traitants et puis avec mes partenaires avec Slack, qui est un Mhm. super outil quand tu dois gérer des projets en interne, en externe. Et ça, c'est vraiment top, c'est gratuit et ça, c'est un espèce de chat où tu peux poser des documents et c'est très très sympa. Voilà. Donc voilà la petite histoire du livre. Super, donc en septembre il est sorti, mais je crois que ce qui était hyper intéressant quelque part, toi en tant qu'expert du marketing, tu as mis en place des choses que tu enseignes. Donc par exemple, il me semble que tu as fait du contenu complémentaire pour que les personnes puissent te retrouver en dehors du livre et du coup bon, que les ramener sur ton blog aussi, parce que comme tu disais, finalement le livre est quelque chose de complémentaire aussi par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es organisé ou quelle stratégie tu as adoptée pour faire connaître l'ouvrage et du coup en profiter pour ton propre business? Alors en fait, il y a plusieurs choses. La première chose en fait, c'est apporter de la valeur au livre. Le Mhm. problème en fait d'un bouquin, c'est que au contraire d'un article de blog, d'un e-book, etc. Quand tu l'as écrit, il y a toujours un délai qui est très important. Un bouquin fini, on va dire allez, en février, alors, avec les relectures et tout ça, et donc il y a du temps, etc. Mais grosso modo, le bouquin il est fini en février, il sort en septembre. Déjà quand il est sorti en septembre, il y a déjà des trucs qui étaient obsolètes parce que le growth hacking va très vite, il y a Ouais. des outils qui se font blacklister, des scripts qui marchent plus. Donc c'était obligatoire en fait d'avoir avec un club privé où tout simplement je pouvais mettre tous les chapitres que j'ai pas pu mettre dans le bouquin, je les ai mis là-dedans. Donc c'est la première idée, c'est tout ce que tu mets pas dans le livre parce que moi j'aime bien rentrer des détails, je les mets dedans. Deuxième chose, le bouquin il est bien mais tu peux pas mettre des captures écran, tu peux pas mettre des vidéos et tout ça. Donc en fait j'ai ajouté un club privé avec des formations. Et donc tu as 4 heures de formation vidéo, même je pense que c'est arrivé à 5-6 heures maintenant de formation vidéo qui sont incluses dedans, ce qui veut dire que la personne elle n'a pas juste le bouquin, elle a aussi toute la partie vidéo qu'elle peut revoir et c'est complémentaire. Le bouquin étant fait pour un programme je débute de A à Z et le cours en vidéo c'est j'ai un business et je cherche à l'optimiser avec des cas pratiques, des choses qu'on ne pouvait pas entrer dans le bouquin. Troisième chose, donc c'est apporter plus de valeur. Puisqu'en fait, tu sais très bien qu'un bouquin, allez, les gens sont prêts à payer 15, 20, allez, 25 euros, c'est déjà énorme. Et donc, ils sont pas prêts à mettre énormément d'argent. Donc, si tu leur dis, il y a une formation vidéo, etc., tu augmentes la valeur et surtout, en fait, tu as l'effet waouh. L'effet waouh, c'est tu sous-promets, enfin tu promets quelque chose et tu surdélivres. Et donc là, les gens ils se disent ouais c'est juste un bouquin. Non, t'as le bouquin, t'as 4 heures de vidéo et tout ça. Cinquième point aussi, c'est se dire bah voilà, j'ai écrit un bouquin. Là, il y a plusieurs centaines d'exemplaires qui sont parus et qui sont vendus. Après, il faut aussi que j'arrive à transformer. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai dans le bouquin
en fait, donc le lien vers le club privé. Donc c'est un site internet où les gens laissent leurs coordonnées et dans le système, ils rentrent leurs coordonnées, ils accèdent aux vidéos et après ils rentrent dans un marketing automation où forcément je leur demande de poster un commentaire positif négatif en leur offrant un bonus. Je leur propose d'acheter mes formations vidéo, etc., etc. Donc pour moi c'est un moyen de faire de l'upsell et de me faire connaître parce que souvent les gens qui achètent un bouquin, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un bouquin, ils ont plusieurs centaines de ventes, voire des milliers de ventes, et en fait, ils n'ont pas la main dessus. Tandis que moi, en fait, je les ai. Les gens, ils rentrent en contact avec moi. Et quand ils rentrent en contact, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens, ils pensent pas à ces 4 heures de vidéo. Et donc, je leur dis, mais attends, tu as les 4 heures de vidéo, etc. etc. Et si tu fais en plus une critique, tu as du bouquin, tu vas avoir en fait 2 mois d'abonnement gratuit à une formation vidéo. Donc, ce qui fait que j'utilise le potentiel de viralité pour ensuite, tac, 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 non seulement avoir des recommandations, mais ensuite bénéficier de l'effet réseau. Et grâce à ça, je pense que j'ai eu 20 ou 30 personnes qui ont fait la promo du livre. Voilà. Donc après, ça c'était la partie, on va dire, bouquin. Mais en plus, là, c'est vrai que là, je te montrerai pas comme ça, mais j'ai fait tout un plan promo, un fichier Excel, que je reprends un petit peu, d'ailleurs je crois que je l'ai dû mettre dans le bouquin, un plan promo en fait où j'ai mis tout ce que je voulais faire pour faire connaître le livre. Alors donc il y avait du teaser en vidéo, il y avait de la soirée dédicace, il y avait le jeu concours, on a fait d'ailleurs une après-midi, enfin une soirée dédicace qui était un échec. C'est là qu'on se rend compte que, en fait, j'avais l'épaule cassée, ma femme Ah, venait d'accoucher, et, c'était un petit peu délicat pour moi. J'ai pas pu beaucoup faire de promo. J'arrivais à faire un quart d'heure d'ordinateur maximum dans la journée. Et donc en fait, j'avouais que j'ai un petit peu laissé le truc. Et comme il y était plusieurs auteurs de plusieurs livres qui faisaient une soirée, en fait, on n'a pas réussi à faire un beau trafic. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on n'a pas bien travaillé quelque chose. Un, c'était le titre de la soirée, c'était soirée dédicace. Alors forcément, qui va venir à une soirée dédicace? Fallait faire une soirée conférence ou un atelier, un truc comme ça, qui était en plus gratos. Deuxième chose, en fait, j'ai pas assez poussé sur ma liste le truc et on n'a pas speed testé des différents trucs et on n'a pas récupéré les coordonnées des inscrits pour les relancer. Donc là, on a fait quelques erreurs. Malheureusement, moi, j'étais pas aux manettes, j'ai pas pu le gérer. En fait, c'était géré par une autre entreprise. Et donc, en fait, voilà, la soirée dédicace, qui est une excellente idée, a été un échec parce qu'elle a été mal préparée. Par contre, il y a des trucs qui ont été très bien foutus. J'ai mis vraiment tout un dispositif avec un dispositif d'interview. Ça, en fait, ça a bien marché. C'est des interviews de moi. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé ma technique classique de la boîte email, c'est-à-dire que j'ai une boîte email contact pro. Et d'ailleurs, tu es dedans, mon cher Jérôme. Et à chaque fois, en fait, que je sors quelque chose qui est vachement important, une formation vidéo, un bouquin, un machin, je vais reprendre dans ces vieux emails, parfois qui datent de 2007. Je dis salut, comment ça va? Je contextualise selon ce qu'on s'est dit la dernière fois. Et bam, je relance comme ça. Et comme ça, j'ai eu, je pense, une quinzaine, vingtaine d'interviews. J'avais fait l'inverse. J'avais mandaté en fait un partenaire, sous-traiter ça pour faire des interviews de growth hackers. Parce que mhm. forcément, si tu veux générer du trafic, tu fais ça. Alors ça, malheureusement, ça n'a pas bien marché parce que la personne qui devait s'en charger a eu des problèmes d'emploi du temps. En fait, on avait un deal qui était pas win-win. Et donc, en fait, quand tu as un deal qui est pas win-win où la personne le fait uniquement par sa propre bonne volonté, ça marche pas. Et c'est pour ça que moi, au début, j'insistais pour le payer, pour dire, mais il me disait non, non, mais j'adore ton bouquin et je vais faire ci, cela. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu payes pas, les gens ne se sentent pas obligés et il n'y a pas de notion d'objectif de résultat. Donc Mhm. voilà, ça sera peut-être pour plus tard, mais pour l'instant, j'en suis là. J'ai fait, je pense, une ou deux interviews uniquement moi-même. Voilà. Ok, Donc ça, c'est quelques idées du dispositif. Si tu veux, je pourrais te mettre un plus en détail les infos. ok. Après, il y a tout un travail en amont, positionnement sur les mots-clés. Dire growth hacking, c'est sortir un certain nombre d'interviews, et aussi donc de préparer les mots-clés avec définition de growth hacking, des articles sur growth hacking, faire des infographies, faire des dessins. Et ça, en fait, ça aide vachement, bien sûr, pour préparer la sortie en amont. Voilà. Donc tout ça, en fait, tu as préparé à l'avance et Oui. donc tu savais à quel moment dégainer tel outil, telle technique ou faire telle action à Ouais. partir de la date de sortie, en fait. C'est pas à la date de sortie, tu dis, OK, allez, bah, qu'est-ce que je peux faire là et au jour le jour, faire des actions, en fait. Non, non, parce qu'en fait j'avais fait un fichier Excel, un Google Sheet, Mhm. et en fait je savais que le bouquin allait sortir en septembre, donc en fait j'avais un certain nombre de choses à préparer. Par exemple, tu vois le club privé avec les fameuses 4 heures de formation vidéo, je les ai enregistrées quand j'étais en vacances au Portugal, et en fait si t'entends un espèce d'écho, c'est parce que je suis dans ma salle de bain assis sur les toilettes avec le PC et le micro, et, et je suis en train Non. d'enregistrer le truc. Donc tu vois,
Et je peux pas parler trop fort parce qu'il y a ma femme et ma fille qui dormaient à 2 pièces de là. Donc en fait, je sais pas si t'imagines, en caleçon parce qu'il fait super chaud au Portugal au mois d'août, non c'était en août ou en juillet, sur les WC avec le PC et dire bah alors voilà on fait ci on fait ça avec la connexion internet, enfin tu vois c'était assez c'est assez folklore et ouais j'en ai fait, ouais, je pense que j'ai fait que 2 heures sur les 4 heures là-bas. Mais bon c'est parce qu'il me restait quelques trucs à faire et j'avais mon plan promo avec tous les trucs. Voilà. Après, il y a des trucs que j'ai pas fait. J'ai pas fait le web séminaire live que je devais faire. On devait le faire en fait avec Grégoire. Et en fait, bon, ouais, le problème c'est qu'on s'est engagé sur des dates, mais à chaque fois, soit c'était lui, soit c'était moi qui pouvais pas. Et c'est vraiment dommage parce que le web séminaire live est un excellent moyen de convertir sur ce genre de bouquins, de formations vidéo, etc. Ouais, clairement. Ok, super. Donc là, quelque part, dans ce que tu racontes hein, en termes d'expérience, c'est que tu as mis en pratique des choses que tu préconises dans l'ouvrage. Et si jamais on devait retenir trois idées clés, là, parce qu'il y en a plein, plein, plein des idées, et pour te connaître depuis quelques années, je sais que t'en regorges et que 45 minutes là ce soir, ce sera pas suffisant pour pouvoir te dire. Mais justement, tout à l'heure, tu disais que l'efficacité, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Et du coup, là, les trois idées essentielles de ton livre, ce serait quoi? Alors, la première chose à retenir, c'est en fait le growth hacking, c'est entre guillemets en français on appelle ça le piratage de la croissance. C'est-à-dire qu'en fait on va essayer d'utiliser des méthodes un petit peu originales. Certains parlent de méthodes non conventionnelles, mais moi je dirais pas ça parce que non conventionnel ça fait un petit peu arme un peu de destruction massive. Je dirais plutôt que c'est méthodes de guerriero. En fait, c'est né en fait des startups américaines qui tout simplement sont dans un univers concurrentiel qui est très compliqué, très dur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces entreprises-là, elles doivent réussir ou mourir. Donc en fait, quand tu dois réussir ou mourir, qu'est-ce que tu veux? Tu t'hésites pas à prendre des risques, t'hésites pas en fait à faire des choses un petit peu folles, et en fait tu dois rationaliser à mort tes ressources. Et ça me ressemble beaucoup, parce que comme je te dis, quand j'ai mon boulot, j'ai ceci, j'ai cela, je suis obligé d'un petit peu de rationaliser mon temps, et je suis obligé d'aller à l'efficacité maximale, et parfois d'automatiser un certain nombre de choses, même si plein de gens me disent mais non mais il faut pas tout automatiser. Alors je suis 100% d'accord, faut pas tout automatiser, mais il faut quand même le faire un minimum. Donc voilà, ça c'était la philosophie. Donc growth hacking, ça veut dire ça, il y a growth et hacking. Growth en fait, c'est mettre en place un cadre qui va assurer ta croissance sur le long terme. Et pour cela en fait, il faut utiliser les ressources le mieux possible. Donc en fait, c'est la première chose à retenir sur les trois. La première chose, c'est ce qu'on appelle le tunnel de conversion, le tunnel AARR. En fait, c'est tout simplement tu vas modéliser ton cycle de vente de manière rationnelle pour dire où tu vas agir en priorité. Donc typiquement, en fait, tu as une pyramide qui est vraiment très simple. Une pyramide qui te permet de savoir ce que tu vas faire. Par exemple, tu as l'acquisition, donc le nombre de personnes par exemple qui viennent sur ton site internet. L'activation, par exemple le nombre de personnes qui s'inscrivent à ta newsletter. Ensuite, la recommandation, le referral. Et donc en fait, à la fin, tu as la partie revenu. Donc en fait, c'est super important de te dire lequel de ces 5 étapes tu dois optimiser. Et donc en fait, tu fais un truc très simple. Moi, je l'ai fait pour 2 sites. Je l'ai fait pour conseil marketing, je l'ai fait pour comparatif CRM. Je vais donner l'exemple de comparatif CRM parce que je l'aime bien, c'est un truc qui est vraiment bien. C'est qu'en fait, j'avais ce fameux tunnel avec donc la partie acquisition, donc le nombre de personnes qui allaient sur le site internet, le nombre de personnes en fait qui s'inscrivaient, la rétention, le nombre de personnes en fait qui lisaient mes newsletters, et ensuite tout ce qui est référal, c'est le parrainage, j'avais pas, mais revenus, c'était la vente de produits. Donc voilà, c'est 5 étapes, comme je le disais, activation, acquisition, activation, rétention, à chaque fois j'en oublie un, rétention, referral et revenu. Voilà. Donc en fait, ces 5 étapes-là. Et donc j'ai analysé mon activité avec ces 5 étapes-là. Donc j'ai pris mon Google Analytics, j'ai pris en fait ma solution d'emailing et j'ai dit bah voilà, je génère X prospects par jour via des mots-clés qui sont positionnés sur mon mot-clé. J'avais 200 mots-clés sur les je crois 300 mots-clés qui étaient sur le site, donc c'était pas mal. J'arrivais à convertir à peu près 8% des personnes qui venaient sur le site. Sur après les gens qui s'étaient inscrits à ma newsletter, par contre j'avais un taux de lecture du premier message de à peu près, je crois que c'était 60%, ce qui est bien. Et Mhm. ensuite ça passait à 8, et en fait j'avais écrit que 2 messages en fait derrière.
Et là, tu dis, oh putain, 2 messages, c'est vrai que j'avais pas pensé. J'ai fait des efforts énormes sur la conversion, mais derrière, en fait, c'était juste, voici votre guide gratuit, puis voilà, maintenant commandez le truc. Puis après, donc, referral, j'avais pas de système de bouche à oreille, mais c'est pas facile. Et revenu, bah, c'était essayer de convertir les gens de la génération de trafic au produit payant. Et donc, en fait, je me dis, bah tiens, ton tunnel là, attends, Fred, tu te concentres à créer des articles, tu te concentres en fait à générer du trafic, mais en fait c'est comme si tu remplissais une passoire vide parce qu'en fait comme il n'y a pas une bonne conversion, tu t'es planté au niveau des messages autorépondeurs, il faut que tu refasses. Donc en fait c'est là que j'ai travaillé dessus et je me suis dit bah tiens, ok, bah à ce moment-là je vais changer en fait mes messages, je vais avoir 7 messages. Généralement moi ce que je recommande c'est un minimum de 7 messages qui sont envoyés dans l'autorépondeur avec donc un premier message où tu as le bonus, le deuxième message où tu offres un peu de conseils, puis le troisième message où tu essayes de vendre. Ensuite tu fais un ou deux messages où tu es à peu près donneur de conseils avec témoignages, héroïques, etc. Et puis après, hop, un message. Moi j'aime bien, c'est ce que j'appelle mon killer message. Le killer message, c'est, bah, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est, alors je te dirais dans les grandes lignes, c'est est-ce que on se cale un rendez-vous cette semaine ou alors je sais plus ce que c'était, c'est je vous cale, on se cale un rendez-vous pour cette semaine ou je crois que c'est à propos d'un rendez-vous ou un truc comme ça. En fait, c'est comme si je leur envoyais un message personnalisé parce que c'est personnalisé avec leur nom, prénom et c'est comme si moi je leur disais tiens, c'est pour toi. Et le corps du message c'est bonjour, là j'ai regardé mon agenda, j'ai des plages de disponibles cette semaine. Est-ce que vous seriez disponible 15 minutes pour un rendez-vous? On parlera 15 minutes de vos besoins et 15 minutes je vous présenterai ma solution. Si ça vous dit, dites-le moi tout de suite et puis on cale un rendez-vous. En fait, ça fait vachement rendez-vous vraiment humain et puis relationnel et puis personnalisé alors que c'est un message autorépondeur. Et ça c'est mon killer message parce que j'en ai testé un ou deux et c'est celui-là qui marche le mieux. Ça Mais c'est alors, vraiment du top. coup, petite parenthèse par rapport à ça, quand tu as fait ce message-là, tu étais OK pour dégager de ton temps pour échanger avec ces personnes, on est d'accord? Alors, bon, alors la vraie vérité c'est que déjà comment dire, bah, tu prends pas tout le monde, quoi. C'est-à-dire que quand la personne dit OK, oui, d'accord, tu dis ah, OK, d'accord, bah, pour préparer notre rendez-vous, est-ce que vous pourriez me dire un peu plus sur vos besoins, ce que vous voulez, etc., etc. Et cetera. Et puis après, donc forcément, si c'est un truc qui est complètement hors cible, et OK. ben en fait, tu les éloignes. Parce que parfois, tu as des gens qui sont à l'étranger et ton produit, il est français. Donc en fait, tu dis bah non, désolé, c'est pas bien, etc. Et par contre, pour les gens qui sont intéressants, là, tac, tu dis bah OK, on se cale du temps parce que le but, c'est faire une démo, vendre un consulting, vendre un produit à forte valeur ajoutée. Donc ça c'était le truc. Puis dans les autres petits trucs, moi ce que je recommande en fait, donc c'est ce fameux tunnel AR où on va en fait modéliser son cycle de vente. Et en fait avec ça, moi c'était simple parce que j'ai vu tout de suite en fait ce qui marchait pas. Mais dans la méthode, il y a une méthode en fait pour optimiser ses ressources et son temps. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ça, tu as identifié en fait ton point où tu dois améliorer la situation, et bien tout simplement tu dois trouver les bonnes idées. Et pour ça en fait c'est ce qu'on appelle la méthode ICE, c'est-à-dire qu'en fait on va lister toutes les idées. En fait on va foisonner toutes ces idées. On va se prendre 1 heure, 2 heures, on va foisonner tout. C'est-à-dire qu'au sans limite, tout seul ou à plusieurs, voilà, tu cherches. Et vraiment, moi je conseille d'y mettre 2 heures. Pourquoi? Parce que si tu restes 1 heure, tu vas rester sur tes petites habitudes que tu as l'habitude de faire et tu vas pas devenir original. Donc si tu y mets 2 heures, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre tes idées à toi, puis après tu vas chercher sur internet, tu vas demander à des collègues, tu vas peut-être envoyer un petit mail à quelqu'un sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, etc., etc. Donc tu vas essayer de trouver des idées. Donc tu vas foisonner, tu vas trouver toutes ces idées-là. Ensuite, ces idées-là, tu les passes au tamis. C'est-à-dire que tu vas les passer un tamis avec la méthode ICE justement. Est-ce que c'est important, hein, est-ce que bah, ça va donner un impact, hein, c'est impact important. I comme impact important, ICE. Ensuite, le coût, cost. Est-ce que ça coûte cher, ça coûte pas cher, à la fois en temps mais aussi en argent. Et ensuite, le truc émotion. L'émotion, en fait, c'est important parce que c'est l'envie. C'est l'envie que tu as de le faire. Parce que si t'as pas envie de le faire, tu dis oh ouais, ça me fait chier de le faire quoi. Et donc si tu mets comme ça une note de 1 à 10 sur chacun des critères, tu finis par trouver ton top idée. Généralement tu as 3-4 idées. Et dans les 3-4 idées, tu as ce qu'on appelle moi un quick win. Un quick win, qu'est-ce que c'est? C'est une idée que tu peux mettre en place tout de suite et qui va te rapporter tout de suite immédiatement quelque chose. Donc en fait cette idée là, il n'y a même pas besoin de la choisir, c'est un truc qui te prend une demi-heure 45 minutes et tu le mets en place. Moi dans mon exemple, qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai mon assistante à distance qui s'appelle Sabrina. Et donc en fait je me dis bah tiens, hey, je vais créer une adresse email Sabrina et c'est elle qui va leur écrire parce que je sais très bien que quand j'envoie des emails, quand ils voient conseil marketing, quand ils voient frais de conseil marketing, bon les mecs ils disent ouais c'est de la pub. Par contre quand ils voient Sabrina, juste avec Sabrina qui leur écrit, ils disent mais c'est qui Sabrina? Et je l'avais déjà testé dans l'e-commerce dans les années 2000. Mettre le nom d'une fille, ça augmente
automatiquement ton taux d'ouverture. Que ce soit D'accord. chez les gars ou les filles, hein, bref. Donc là, c'est du gros hacking un peu. Bon, la personne, elle existe vraiment. Quand j'étais dans l'e-commerce en 2000, en fait, on avait créé Lola. Et Lola n'existait pas du tout, c'était pas une vraie personne, c'était un brainstorm qu'on avait fait avec quelques collègues. Et tu vois, c'était pas Ula, mais c'était Lola. Et donc, bah, Lola, elle écrivait la newsletter et les clients en fait le lisaient. Ils disaient bonjour Lola, mais Lola n'existait pas. Voilà, donc Ok. c'était ça. Et puis donc ça c'était le quick win. Et après tu as les trois idées. Les trois idées, après tu les estimes en retour sur investissement. Tu essayes de faire un mini business plan. Ça c'est quand tu as un petit peu de temps de dire bah tiens, ok, si je fais ça, ça va me coûter tant. J'affine un peu mes idées. Je dis ouais, je vais plutôt faire ça. L'émotion est également importante parce que tu dis ouais, ça m'intéresse vachement. Tu peux embarquer les équipes et tout ça, ça c'est top. Et après donc tu lances et tu calcules ton ROI, ce que tu as fait, ça a marché, ça n'a pas marché. Il faut minimum le lancer 2 semaines. Et puis une fois que tu as fait ça, bah, tu réitères pour trouver de nouvelles idées. Voilà. Ça, c'était le truc. Le premier chose, vraiment, le tunnel AR, mesurer en fait où dans son cycle de vente ça pêche. Toi, ce tunnel de vente est vraiment très simple et s'adapte partout. Il est facile tu peux l'utiliser également pour une boutique, hein. Une boutique physique. Imaginons que tu es, je sais pas, un resto. On va dire que tu as un resto, tu vas ouvrir un resto français à Londres, et donc en fait tu dis bah voilà, je vais mesurer mon tunnel, donc l'acquisition, c'est le nombre de personnes qui passent devant le bar, alors tu comptes, hein, il y en a quoi? Il y en a, je sais pas, 50 qui passent dans la journée. Ensuite tu as l'activation, les gens qui regardent le menu par exemple. Ensuite tu as les gens qui rentrent dans le bar et qui consomment. Ensuite en fait tu as les gens qui font du bouche à oreille, puis les gens qui commandent. Alors donc tu vas te dire ok, d'accord, ben j'ai ouvert mon resto, on va dire que j'ai ouvert mon resto, et le problème c'est qu'il y a pas assez de trafic devant. Alors qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est le problème de trafic parce qu'il n'y a pas assez de personnes? Est-ce que c'est le problème parce que les gens ils rentrent pas? Est-ce que c'est le problème parce que les gens en fait ils reviennent pas? Est-ce que c'est le problème parce qu'il n'y a pas de bouche à oreille? Est-ce que le problème c'est que j'arrive pas à vendre plus? Donc en fait tu dis mais où est-ce que je peux agir? Imaginons que ton problème c'est que tu as choisi un mauvais emplacement, ce qui arrive souvent dans le commerce, t'as personne qui passe devant. Alors tu dis bah voilà, comment je vais faire pour améliorer le nombre de personnes qui passent devant? Alors tu peux faire de la pub Facebook, tu peux mettre je sais pas un espèce de gorille devant, peut-être pas un resto français, tu pourrais mettre un chef avec le Mhm. truc là, une française qui dit comment allez-vous? Bonjour, je suis français. Tu peux aussi mettre dehors quelqu'un qui fait de la cuisine. Enfin tu vois, tu dis mais comment je faire de manière originale et comment je peux un petit peu casser les codes. Tu peux avoir lors de la Coupe du Monde avoir un drapeau français ou tu peux mettre un drapeau français à l'extérieur. Tu peux, enfin voilà, tu veux tous ces, comme ça tu brainstorm et tu choisis les meilleures idées. Donc ça c'est le premier truc. Tunnel AR qui s'applique partout. Deuxième chose, en fait, c'est automatiser ou sous-traiter les tâches. Ça, encore une fois, ça s'applique partout et c'est vraiment une des bases en fait du growth hacking. C'est-à-dire qu'en fait, une petite entreprise, une startup, elle peut pas tout faire toute seule et si en fait on veut y arriver, il faut savoir déléguer. Encore une fois, je reviens sur Tim Ferriss la semaine de 4 heures. C'était un growth hacker avant l'heure. Donc en fait, notre ami Tim, il Mhm. avait vraiment, était vraiment parti là-dessus. Donc qu'est-ce que beaucoup de personnes dans le growth hacking veulent automatiser. Le problème, c'est que l'automatisation nécessite en fait savoir coder et tout ça. Donc moi ce que je préconise c'est plutôt d'utiliser des logiciels et de faire appel à une assistante. Moi par exemple mon assistante virtuelle elle est à Madagascar et donc en fait elle travaille pour moi, ça me coûte entre 200 et 600 euros par mois. Bon parfois ça augmente un peu plus mais ça me permet de gagner énormément de temps. Je te donne l'exemple. Dans mon analyse conseil marketing j'ai dit putain mais j'ai un site, j'ai du trafic mais j'arrive pas à mettre du relationnel. Les gens ils viennent, ils repartent et j'ai un super contenu et les gens ils savent même pas, il y a quasiment 12 ans de contenu, les gens ils cherchent, ils trouvent pas, ils se barrent. Et donc c'est dommage parce qu'entre temps j'ai créé de nouveaux articles, etc. etc. Et j'avais ce problème-là, de me dire comment je peux faire. Et j'ai essayé des idées. À un moment je me dis bah tiens je vais mettre un chat en place et puis les gens vont me poser des questions en offline et je vais y répondre. Et pendant quelques temps j'avais essayé, j'ai mis mon chat et puis je répondais en offline le soir, mais ça me prenait 1 heure. Mais 1 heure j'étais comme un malade à répondre. Mhm. Je sais pas si t'as déjà vu le truc avec Jim Carrey là où le mec il est Bruce tout puissant, dans son clavier là. Voilà, Oui. exactement. Bah, j'étais un peu comme Jim Carrey. Et donc, en fait, je répondais vachement, et puis c'était pas très qualitatif. Je me disais, mais je peux pas passer quand même 1 heure tous les jours à répondre à 20 ou 30 chats, c'est pas possible. En plus, c'est tout le temps les mêmes réponses. Alors, hein, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis je me dis, putain, Fred, fais appel à ton assistante. Et donc, mon assistante, maintenant, j'ai mis le chat sur le site, sur conseilmarketing.com. Si tu y vas, tu as un petit chat en bas Mhm. qui dit, est-ce que je peux vous aider? Et en fait, c'est pas moi, il est tout le temps offline. Il y a un message qui dit bah non, je suis désolé, je suis pas disponible, mais je vous invite à faire ceci, cela,
Et en fait, c'est mon assistante qui reçoit les chats à Madagascar et qui répond tous les jours en fait avec des messages types. En fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant grosso modo une semaine, je me suis tapé à répondre à tous les messages et à faire des messages types dans un Google Docs. Et maintenant, en fait, c'est elle qui répond avec ses Google Docs. Et maintenant, il y a 3-4 messages par jour, parfois un petit peu plus, mais 3-4 messages. Grosso modo, ça fait 5-10% qu'elle ne sait pas répondre. Et en fait, là, c'est moi qui réponds. Et je crée soit une réponse personnalisée parce que c'est trop pointu, soit en fait ça vient alimenter la FAQ sur le Google Docs. Et là c'est vraiment bien parce que d'une part en fait ça met du relationnel, je peux faire également de l'upsell parce que dans ces messages parfois je mets aussi du produit payant, etc. etc. Donc en fait voilà c'est réfléchir à nouveau et ça c'est dire qu'est-ce que tu peux automatiser ou sous-traiter. Automatiser, j'utilise également pas mal de soft. Dans le growth hacking il y a beaucoup de soft. En fait le principe il est simple, c'est dans le growth hacking tu essayes de repérer en fait un carrefour d'audience que tu vas pouvoir exploiter. Par exemple, si tu t'adresses à des professionnels, ce sera beaucoup de LinkedIn. Si tu t'adresses en fait à des gens qui sont, je ne sais pas, des particuliers grand public, eh ben, ça sera du Facebook. Parfois, ça peut être du Instagram quand c'est des jeunes, c'est des choses comme ça. Donc en fait, ou ça peut être par exemple aussi un annuaire de professionnels, un annuaire syndical de professionnels. Donc tu dis, ok, d'accord, très bien, comment je peux exploiter ce truc-là? Et donc là, tu réfléchis, tu commences à faire un petit test en disant, bah, tiens, je vais peut-être envoyer un message de telle manière, etc., etc. Et après, boum, tu testes. Tu testes manuellement, une fois que ça marche, tu dis, ah ouais, ça c'est un truc qui marche, je cherche à l'automatiser. Soit j'utilise un logiciel, soit en fait je le fais moi-même. Je donne deux exemples. Moi en fait de mon côté, YouTube en fait, sincèrement je m'en suis pas beaucoup préoccupé pendant très longtemps parce que pour moi c'était le blogging et malheureusement la vidéo est en train de vraiment de déferler donc je devais absolument être présent plus sur Facebook et plus présent en vidéo. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit bah tiens, je produis des contenus vachement intéressants. Je fais du podcast, je fais du screencast, mais le problème c'est que je suis pas assez vu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en fait j'ai travaillé avec un logiciel qui s'appelle Jarvee, Qui s'appelle comment, pardon? Jarvee, Jarvee, Jarvie. Jarvee, Ok, Jarvee.com. Donc ok. Jarvee, et en fait ce petit outil de Jarvee, il fait un truc très simple, il fonctionne avec Pinterest, il fonctionne avec Instagram, il fonctionne avec YouTube, il fonctionne avec Twitter, il fonctionne même avec Facebook, donc il a plein de plateformes, et ce petit outil en fait permet tout simplement d'aller auto-follower les fans d'un channel, ou auto-follower en fait des gens qui sont sur un mot-clé. Donc en fait tous les jours, il va te suivre 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500 personnes, et en fait grâce à ça, en fait les gens disent mais c'est qui ce gars-là qui est en train de me follower? Ils vont sur ta chaîne et ils voient un truc sympa, ils disent ah ouais c'est vrai que c'est pas mal, etc., etc. Et ça en fait ça permet de donner un petit coup de boost à ma chaîne. C'est pour ça en fait que justement l'automatisation c'est bien, mais si tu n'as pas un contenu sympa ou des choses sympas dedans, ça ne sert à rien. Oui. Donc j'ai utilisé cet outil Jarvee, LinkedIn aussi qui est un outil qui est vraiment génial. LinkedIn vraiment tout le monde le sous-estime mais c'est un outil qui est super, qui est en train de devenir l'équivalent de Facebook pour les profs. Et en fait là-dessus j'utilise un outil qui s'appelle LinkedIn Helper, qui est un produit qui vaut une quinzaine d'euros. Jarvis ça doit valoir 25 euros par mois je pense. Et donc avec ce truc là en fait LinkedIn Helper il permet d'inviter les gens de manière ciblée sur des mots clés. Et donc tu peux les inviter avec un message personnalisé. Bonjour Jérôme, je suis comme vous passionné de tel truc, j'aimerais qu'on rentre en contact, blablabla. Et ensuite après tu peux faire un deuxième message qui est semi-automatisé où tu peux là faire ta promo. Donc ça c'est un super outil. Moi par exemple j'ai fait comme ça, j'ai essayé de rassembler toute la communauté des responsables de l'expérience client, des centres d'appel, puisque c'est mes cibles en B2B. Et comme ça en fait je les ai tous ajoutés. Ça a pris quelques semaines et tac maintenant dans ma liste j'ai ces gens-là. J'ai même créé un groupe privé sur Facebook, responsable de l'expérience client, où je peux envoyer comme ça des newsletters à mes contacts. Donc tu vois, j'ai fait des trucs assez sympas. Donc comme je disais, soit tu sous-traites, soit en fait tu utilises un logiciel. Ça c'est le deuxième truc. Le troisième truc, c'est oser. Oser et casser les codes du marché. En fait, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de secteurs, les gens qui sont là depuis des années, ils font toujours un peu la même chose. Mhm. Et c'est le truc un peu plan-plan. Non, il faut se sortir un petit peu des sentiers battus, il faut oser faire différemment. Par exemple, moi, dans le domaine du service client, j'ai pas arrêté de faire des BD. Je fais à peu près tous les mois ou tous les 2-3 semaines, je sors un petit cartoon avec un conseil. Et ça, c'est quelque chose qui est original, qui sort un petit peu de l'ordinaire et tout ça. Donc voilà, un, sortir de l'ordinaire, et deux, en fait, oser casser les codes. Si tout le monde en fait fait la même chose, soit tu fais des choses qui sont différentes. Par exemple, avec Eloquent, on a sorti un livre blanc avec des illustrations un petit peu pop art, et les gens sur le salon disaient ah c'est marrant, qu'est-ce que c'est, voilà, ça a l'air original, etc., etc.
Voilà. Et puis également, quand je te parlais d'automatisation, il faut l'automatiser de manière intelligente. Par exemple, là en fait, j'ai organisé un web séminaire il n'y a pas très longtemps. Et on a eu genre 500 inscrits. Le problème, c'est qu'en fait, vas-y, de relancer les 500 personnes au téléphone, bah, c'est forcément pas facile. Ouais. Donc on a utilisé un système, ce qu'on appelle les messages vocaux. Il y a un truc qui s'appelle VMS Online, donc VMS Online, où en fait tu enregistres ton message disant bonjour, c'est Frédéric, vous avez assisté il n'y a pas très longtemps à mon web séminaire sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes intéressé pour qu'on en discute un petit peu de votre projet? Je serais vraiment ravi de vous avoir au téléphone, blablabla. Bla bla bla. Et tu enregistres ce message et tu l'envoies automatiquement sur les portables et bam, ça l'envoie sur le répondeur directement des gens et ça te coûte 20 centimes d'euros à peu près et tu as fait ta première relance téléphonique. Alors attention, euh, on fait de la relance par email sur ces inscrits, on fait comme ça de la relance messages vocaux. Ça ne remplacera jamais d'avoir quelqu'un au téléphone. Mhm. Mais ça permet au moins de filtrer et d'avoir un premier niveau, encore une fois. Comme je le disais, le growth hacking, l'automatisation, c'est bien, mais c'est pas la panacée ultime. Voilà, donc ça, c'était les trois choses à retenir du bouquin. Super. Wow, bah merci pour cette synthèse hyper précise de ton livre. Bah, je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres choses hyper intéressantes, parce que tu as parlé dans tes anecdotes. Là, je suis en train de boire tes paroles et en même temps, je ne peux m'empêcher de me projeter en me disant, ah oui, mais ça, je pourrais tester. J'ai eu plein d'idées du coup en t'écoutant. C'est assez horrible parce que là, je suis en train de t'interviewer et pas. Et Ben, c'est là qu'il faut faire la méthode ICE. Tu vas dire, tiens, ça, j'ai ouais. telle idée, telle idée. Enfin, tu vas analyser ton tunnel. Et après, tu vas dire, mais attends, ok, est-ce que générer du trafic, ça va être bien? Est-ce que c'est pas plutôt la conversion? La conversion, oui, j'ai pensé à tel truc, tel truc. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est facile? Machin, etc. Donc, ça, justement, ça permet de cadrer, en fait, son activité parce qu'autrement, on irait vraiment très loin. Et c'est vrai que moi, un de mes soucis, c'est que, en fait, j'aime bien écrire, j'aime bien parler, j'aime bien faire des vidéos. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Et c'est pour ça qu'on doit se dire, mais où je dois vraiment concentrer mes efforts. Ouais, bah là du coup ouais, je vais faire un brainstorming avec mon associé justement bah, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc je vais faire écouter l'interview en avant-première avant qu'elle sorte du coup pour qu'on puisse s'entraîner aussi. Et alors pour conclure, parce que là, on y a eu déjà beaucoup de contenu et je sais que tu as encore d'autres choses à partager avec nous. Et là, j'aimerais bien appliquer le principe d'un des livres qui m'inspire le plus, The One Thing, je pense que tu dois connaître. Donc, s'il devait avoir Mhm. un autre conseil unique à partager avec nous sur le growth hacking, ce serait quoi? Ah, c'est vraiment dur parce qu'en fait, un seul conseil, alors je dirais c'est KFC. Ok. KFC en fait c'est pas la chaîne de Ouais. restaurant que tout le monde connaît. C'est Know What You Want. Euh, En fait, find out what you get and change until you get what you want. En fait, c'est pas dans mon bouquin. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est l'auteur de 2 minutes pour convaincre, Ok. David Bossman, qui l'a inventé. Et en fait, c'est un truc qui est tellement vrai. On pourrait le résumer en une chose. C'est en faisant toujours la même chose qu'on obtient toujours le même résultat. C'est quelque chose qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui continuent à faire la même chose en disant mais ça va peut-être changer, ça va peut-être changer. Non, ça ne changera pas. Il faut se dire qu'est-ce que tu veux. Si tu veux, je sais pas, gagner de l'argent, générer du trafic, changer de vie, je ne sais pas. Enfin bref, il faut savoir définir déjà ce que tu veux avec quelque chose de chiffré. Ensuite, regarde ce que tu fais, mesure. Et le growth hacking, c'est vraiment mesurer. Mesure tes résultats, mesure tes conversions, mesure ton nombre de prospects, mesure ceci. Il faut que tu mesures et que tu dises, ok, en faisant telle action, j'obtiens ça. Et à ce moment-là, bah, tu dis, bah, si ça marche pas, et ben, en fait, tu dois changer ce que tu fais. Et tu dois changer ce que tu trouves la bonne solution. Et tu dois bien sûr te laisser le temps, mais c'est vraiment important. Donc KFC, c'est assez mémotechnique parce que pour moi, je déteste KFC. Alors, je suis allé qu'une seule fois. Alors, je ne vais pas te dire que je déteste, mais c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais en tout cas, c'est hyper mémotechnique et ça permet vraiment de se dire que c'est en faisant en faisant toujours ce qu'on faisait d'habitude, on ne changera jamais, on aura toujours le même résultat. Et il faut oser faire différemment. Il faut oser en fait faire des choses autres. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça fait penser à aussi une citation d'Einstein qui disait que justement la définition de la folie pour lui, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer avoir un résultat différent.
Donc je pense que Exactement. ça rejoint assez bien ce que tu viens de dire. Et après, alors, juste pour... il y a un truc, moi j'aime beaucoup cette citation-là, mais il y a une fine différence entre la persévérance et l'obstination. Par exemple, je ne sais pas si tu as lu le livre L'effet cumulé, ou dans lequel il parle justement de faire des actions régulièrement pour atteindre un certain résultat. Alors du coup, comment toi tu distingues justement le fait de ne pas abandonner trop tôt et de persévérer et de changer parce qu'on n'avance pas? Alors en fait, il y a une première chose. La première chose, c'est que tu mesures les résultats. Voilà, par exemple, moi, quand alors, je te dirais que j'ai une routine en fait à chaque fois que je publie un article ou que j'organise un web séminaire, j'ai une routine. C'est-à-dire que j'ai une checklist. Je me dis, ben, je fais ci, je fais ci, je fais ci, je fais ci. Et en fait, euh, je- c'était une checklist que je faisais tout le temps depuis longtemps, jusqu'au jour où je me suis dit, bah, attends, je vais faire un lien de tracking sur chacune des actions. Et là, je regarde, waouh, avec mon groupe Facebook, j'ai ça. Avec mon truc LinkedIn, j'ai ça. Avec mon truc machin, j'ai ça. Je dis, oh putain, et je passais du temps à faire ça, ça, ça. Mais en fait, ça me ramenait rien. Alors après, ça peut être de l'image hein, que tu ramènes, mais ça me ramenait aucun trafic. Je me dis, bah non, mais Fred, tu passes une demi-heure à chaque fois à faire ce truc-là, ce format-là, à partager sur Twitter, alors qu'en fait, Twitter, mais ça t'amène rien du tout. Alors arrête, en fait, à la rigueur, tu fais un truc simple où tu te fais pas chier, mais tu ne vas pas me. J'avais commencé, en fait, j'avais un système où je programmais des messages de manière régulière et tout ça, et ça me prenait du temps, et puis en fait, ça donnait aucun résultat. Et donc, en fait, c'est ça qui est important, c'est Mhm. la persévérance, c'est ok, il faut bien avoir une routine, etc., mais il faut pas non plus faire des choses qui ne servent à rien. Donc, si tu mesures ce que tu fais, et faut au moins le tester. Alors, on dit qu'il faut tester une idée au moins pendant 2 semaines. C'est le minimum parce que, par exemple, si tu fais une pub Facebook, tout le monde n'est pas là une semaine, les gens peuvent être en vacances, etc., etc. Donc, si tu mesures et tu mesures pendant suffisamment de temps pour que ça soit rentable, à ce moment-là, tu sais si ça marche ou pas. Mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont à la recherche du magic bullet, du silver bullet. En fait, dans le blogging, dans le web marketing, c'est toujours ça. C'est les gens qui se disent ah non mais il y a une nouvelle méthode. Et c'est beaucoup de gens en fait qui tombent en fait dans le piège de gourous qui leur disent mais attends maintenant Instagram c'est la mode, c'est ce qui va arriver dans pas très longtemps, il faut y être. Ensuite non mais c'est les podcasts, non non c'est Facebook. Puis il y a des gens qui sont ah non mais j'achète la formation, puis j'achète la formation, je fais ci, et en fait c'est des gens qui s'éparpillent, qui commencent une chose et qui ne terminent jamais. Donc il faut vraiment être entre ces deux choses là. Il y a beaucoup de gens comme ça qui partent un peu dans tous les sens. Voilà. Mhm. Et donc il faut se concentrer sur quelque chose, mener à terme et le mettre en exécution parfaite, ou alors au moins le growth hacking, c'est faire euh, des choses vite fait mais pas si mal faites. Donc en fait, c'est vite fait mais pas si mal fait, quick but not so dirty. Donc en fait, c'est vraiment important de se dire que il faut pas chercher la perfection. Moi, à chaque fois, tu vois, même mes collègues me disent ouais, mais tu devrais faire un truc un peu mieux. Non, mais attends, on va déjà faire ça, on va voir ce que ça donne, et si c'est mieux, après, on fera mieux. Mais on va pas aller chercher la perfection dès le départ, quoi. J'avais un de mes collègues, il avançait pas en fait parce que il était tout le temps à chercher la perfection, à relire et tout ça. Mais je dis mais c'est pas grave s'il y a 3 fautes d'orthographe. On va voir déjà ce que ça donne, on va lancer l'OP et puis on verra. Voilà. Donc lancez-vous. Super. Eh ben, je pense que c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric. Et de toute façon, on enchaîne avec une autre interview justement sur la manipulation et la persuasion. Donc, merci beaucoup Frédéric et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, je suis sûr que si vous êtes entrepreneur, vous allez trouver plein de pépites. Donc, testez, apprenez et adaptez. À bientôt. Ciao.